Elle a échangé sa liberté contre la vie d'un apache qu'elle connaissait à peine. Ce que le shérif lui a fait ensuite? Même les murs de la ville refusent encore d'en parler. Mais ce qu'elle a fait pour se libérer a changé tout un territoire. Regardez cette histoire jusqu'à la fin. Chaque minute vous rapprochera de la vérité. Le vent chaud balayait la rue principale de la ville. Des grains de poussière tournaient dans l'air, collant à la sueur et au silence tendu. Près du grand arbre au centre, une corde pendait, nouée avec soin. Tout le monde savait à quoi elle servait. Théodora se tenait à l'ombre du porche du magasin. Veuve depuis presque un an, elle portait encore la même robe noire, usée au coude. Son regard restait fixé sur l'homme que l'on poussait vers la potence. Il avait les poignets attachés, du sang séché sur la tempe. Un apache. Grand, sec, les yeux sombres. On disait qu'il avait été surpris près des terres d'un riche éleveur, avec un outil pour marquer les bêtes. Le shérif criait qu'il s'agissait d'un vol. Mais Théodora n'écoutait pas les mots. Elle regardait le visage du prisonnier. Son cœur s'arrêta. Elle connaissait cet homme. Son esprit repartit des mois en arrière. Son mari, Albert, était tombé de cheval au fin fond de leur propriété. Elle l'avait cherché 2 jours entiers, jusqu'à ce qu'elle le trouve, vivant mais faible, avec la jambe cassée. À côté de lui, une gourde, un bandage de fortune. Albert avait murmuré dans un souffle, « Un apache, il m'a vu, il m'a aidé, il a dit ton nom. » Ce visage, ses yeux, c'était lui. Le monde autour d'elle devint flou. La foule criait, certains lançaient des pierres. Le shérif souriait. L'homme ne disait rien. Mais il la regardait. Droit dans les yeux. Et dans ce regard, il n'y avait ni peur, ni haine. Seulement la mémoire partagée. Théodora sentit sa gorge se nouer. Cet homme avait sauvé son mari. Et maintenant, personne ne voulait entendre la vérité. Le shérif avait besoin d'un coupable. La ville voulait un spectacle. Elle voulait justice. Mais dans ce territoire, la justice avait souvent un prix. Elle serra les poings. Son cœur battait vite. Elle savait déjà ce qu'elle allait faire. L'air à l'intérieur du bureau du shérif sentait le vieux tabac, la sueur et la poussière. 2 cellules en fer occupaient le fond de la pièce. Dans l'une d'elles, un vieil ivrogne ronflait. Dans l'autre, l'homme au regard calme attendait en silence. Théodora s'approcha lentement, un panier à la main. Elle avait demandé à voir le prisonnier. Le jeune adjoint avait hésité, mais avait fini par céder. Juste quelques minutes, madame. Le shérif ne veut pas de problème. Il ouvrit la cellule avec un soupir et referma la porte derrière elle. Théodora resta debout un instant, sans savoir quoi dire. L'apache, assis au sol, dos droit, la regardait. « Je m'appelle Théodora Béraud, dit-elle d'une voix un peu tremblante. Il y a 6 mois, vous avez trouvé mon mari. Albert Béraud. Il était tombé. Vous lui avez donné de l'eau. Vous lui avez sauvé la vie. » L'homme hocha la tête. Sa voix, quand il parla, était calme, grave. « Je me souviens de lui. Il m'a dit ton nom. Il souffrait, mais il a parlé de toi. » Théodora sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle s'agenouilla, gardant ses distances. Elle sortit un linge humide et le lui tendit. Il ne bougea pas. « Il est mort 2 mois plus tard, » dit-elle doucement. « Mais grâce à vous, j'ai pu lui dire au revoir. » L'apache la regarda longtemps. Puis il dit, « Tu ne me dois rien. La dette ne venait pas de toi. » « Quelle dette ?» Il baissa les yeux un instant, puis répondit. « Il y a 1 an, ton mari a trouvé ma femme et mon fils. Leur cheval était blessé. Il leur a donné de l'eau. Il n'a pas crié. Il ne les a pas insultés. Il a vu des gens, pas des bêtes. » Théodora mit une main devant sa bouche. Albert ne lui avait jamais raconté cela. « Je l'ai aidé parce qu'il a aidé les miens. Je ne voulais rien. » Le silence revint, mais ce n'était plus le même silence. Quelque chose venait de changer. Théodora se leva. « Je ne vous laisserai pas mourir ici. Pas comme ça. » Elle sortit de la cellule, le cœur lourd mais décidé. Elle allait se battre pour lui. Théodora frappa à la porte du bureau du shérif, la gorge nouée. Le soleil brûlait encore dehors, mais à l'intérieur, l'air était lourd d'un autre feu, celui du pouvoir. Le shérif Régnier, un homme large et dur, nettoyait son fusil derrière son bureau. À sa droite se tenait M. Morel, le banquier, les mains croisées derrière le dos. Tous 2 levèrent les yeux en la voyant entrer. « Madame Béraud, » dit Régnier avec un sourire froid. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je viens pour le prisonnier. Il est innocent. Vous le savez. » Régnier posa calmement le fusil sur la table. « Ah bon? Vous le connaissez peut-être ?» Théodora ne répondit pas. Il comprit. Il sourit davantage. « C'est fascinant, dit-il. Une veuve respectable qui défend un apache. » Il sortit un papier d'un tiroir. « Vous voyez ça? Un mandat. Délivré ce matin par un juge ami.
Il vous accuse de vagabondage, de complicité avec des indigènes, de vente illégale d'objets. Théodora blêmit. Ce n'est pas vrai. Peu importe. Ce papier dit que c'est vrai. Avec ça, je peux vous envoyer en prison à Yuma dès ce soir. Elle recula d'un pas, mais il s'avança, lentement, comme un prédateur. Mais j'ai une autre idée. Vous voulez sauver votre Apache? Parfait. Je peux le libérer discrètement ce soir. Pas de pendaison. Pas de scandale. Elle fronça les sourcils. En échange? Il s'approcha si près qu'elle sentit son souffle. Vous quitterez votre ferme. Elle sera saisie par la banque, aujourd'hui même. Et vous, vous viendrez vivre chez moi. Comme employé. Comme femme de maison. Vous serez à moi? Elle chancela. Morel ne dit rien. Il souriait, complice. Tout était prévu depuis le début. Si vous acceptez, le mandat reste dans mon tiroir. Sinon, vous partez ce soir pour la prison, et lui, pour la corde. Théodora ferma les yeux un instant. Puis elle les rouvrit, glacée. Je le fais. Pour lui. Le shérif tendit les papiers. Elle signa, la main tremblante. Sa liberté, sa terre, son nom. Tout venait de disparaître. Le lendemain, à l'aube, Théodora quitta sa ferme. Elle n'emporta qu'un petit sac. Tout le reste appartenait désormais à la banque. Elle marcha lentement jusqu'à la maison du shérif, les regards des habitants pesant sur elle comme des pierres. Certains détournaient les yeux. D'autres murmuraient. Mais personne ne l'aidait. Personne ne lui parlait. La maison de Régnier était grande, froide, sombre. On lui donna une petite chambre au fond, sans fenêtre. Un lit dur, un vieux tapis, un seau. Chaque jour, elle nettoyait, cuisinait, frottait le sol jusqu'à ce que ses genoux saignent. Chaque soir, elle servait le dîner au shérif et à ses invités, souvent des hommes riches, arrogants, qui la regardaient avec mépris ou désir. Mais le pire venait après le repas. « Tu es bien silencieux ce soir », disait le shérif en buvant son whisky, ses yeux brillants. « Tu devrais être reconnaissante. Je t'ai sauvé de la misère. »« Oui, shérif », répondait-elle, la voix éteinte. Il ne l'avait pas encore touchée. Mais il s'approchait parfois trop. Il la frôlait exprès. Il respirait près de son cou. Il murmurait qu'elle finirait par s'habituer à lui. Elle ne répondait pas. Elle serrait les poings, chaque soir un peu plus fort. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que quelqu'un veillait. Nawato n'avait pas fui. Il n'était pas parti loin comme promis. Il vivait caché, quelque part à la lisière de la ville, dans les ombres. Il observait. Il avait vu Théodora quitter sa maison. Il avait vu le regard du shérif. Il avait compris. Depuis un mois, il attendait. Il écoutait. Il parlait parfois à l'adjoint, le jeune Léo, qui doutait en silence. Nawato ne poussait pas. Il semait des graines. Et il attendait qu'elles germent. Car même s'il était libre, lui aussi portait une cage dans le cœur. Et tant que Théodora était prisonnière, il ne serait jamais vraiment libre. Ce soir-là, la maison était pleine de fumée et d'odeurs lourdes. Le shérif avait invité son ami Constant, un grand propriétaire terrien, pour fêter la saisie d'un nouveau terrain. Théodora, comme toujours, servait le repas, les yeux baissés, les mains tremblantes. Il buvait fort, riait fort. Et parlait d'elle comme si elle n'était pas là. « Tu vois, Constant » lança Régnier en posant brutalement sa chope, « elle a appris à obéir. Il faut juste casser les bêtes sauvages assez longtemps. » Théodora resta droite. Mais son cœur battait comme un tambour. Quand elle s'approcha avec la cafetière encore chaude, Régnier l'attrapa par le poignet. « Montre-toi un peu plus aimable, ma chère. Mon ami aimerait te connaître, de plus près. » Elle tenta de se dégager. « Lâchez-moi » murmura-t-elle. Le shérif serra plus fort, les doigts blanchis. « Je t'ai dit que tu étais à moi. Tu l'as signé. » Dans un réflexe de panique, elle leva la cafetière et la frappa contre sa tempe. Le métal brûlant et le liquide éclaboussèrent son visage. Il poussa un cri rauque et la repoussa violemment. Elle tomba au sol, haletante. Constant recula, surpris. Le shérif, furieux, courut vers son bureau. « Tu vas regretter ça. Ce mandat va t'envoyer pourrir à Yuma. » Mais quand il ouvrit le tiroir, il se figea. Vide. « Il manque quelque chose » dit une voix calme derrière lui. C'était Léo, l'adjoint. Il tenait un papier à la main. Et derrière lui, dans l'ombre du couloir, se tenait Nawato. Silencieux, droit, son regard noir fixé sur l'homme blessé. « Je l'ai pris le jour où vous l'avez rangé » dit Léo. « Et j'ai trouvé ça aussi. » Il brandit un second document, un registre de bétail. Falsifié. Vous avez volé, menti, inventé des crimes. Nawato n'a rien fait. Vous avez voulu le faire pendre pour couvrir vos vols. Régnier recula, le visage blême. Vous êtes morts, tous les deux. Mais il n'avait plus d'armes. Et cette fois, il n'avait plus de pouvoir.
La partie venait de tourner. Et Théodora, encore au sol, le savait, la peur changeait de camp. Les jours suivants furent un tourbillon. Le registre truqué, les aveux de l'adjoint, les documents volés. Tout fut remis entre les mains du nouveau maréchal du territoire, un homme froid mais juste. Le shérif Régnier fut arrêté sans résistance. Le visage bandé, la fierté brisée. À ses côtés, son complice Constant fut menotté, livide, incapable de cacher ses actes. Les deux hommes furent transférés à la ville voisine pour y être jugés. La nouvelle se répandit vite. Pour la première fois depuis longtemps, les gens parlaient à voix haute. Ils disaient, peut-être que la peur est finie. Peut-être que la justice existe encore. Le maréchal appela Théodora au bureau. Il avait des papiers à lui rendre. Votre ferme vous appartient à nouveau. Le contrat signé sous menace est annulé. Et la banque a reçu l'ordre de vous laisser en paix. Elle prit les documents dans ses mains. Son nom y était, noir sur blanc. Elle hocha la tête, mais ne sourit pas. Sur le chemin du retour, elle regardait les rues de la ville. On la saluait. On murmurait. Certains baissaient les yeux. D'autres tentaient un sourire. Elle ne répondait pas. Quand elle entra dans la maison, tout était comme avant. Les rideaux qu'elle avait cousus. Le fauteuil d'Albert. Le vieux miroir fendu. Rien n'avait bougé. Mais tout avait changé. Elle posa les papiers sur la table et s'assit en silence. Le vent entrait par la fenêtre. Il faisait chaud. Trop chaud. Ce lieu, jadis refuge, était devenu un rappel constant de ce qu'elle avait perdu. Sa dignité. Sa paix. Son innocence. Même libre, elle se sentait enfermée. Le soir, elle dormit dans son lit, seule. Elle écouta les bruits de la nuit. Elle chercha un sentiment de victoire, de soulagement. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était du vide. Elle comprit que la vraie cage n'avait jamais été en fer. Elle était dans les regards. Dans les souvenirs. Dans les silences des gens. Dans les murs de cette maison qui ne la reconnaissait plus. Le lendemain, elle se leva tôt. Elle regarda les montagnes au loin. Et elle pensa à celui qui avait veillé sur elle, même après sa libération. Naoto. À l'aube, Théodora quitta sa maison sans bruit. Elle ne prit qu'un sac de toile, un couteau, une couverture. Elle ne laissa ni lettre, ni mot. Ce qu'elle abandonnait derrière elle n'avait plus de nom. Ce n'était pas une fuite. C'était une délivrance. Elle retrouva Naoto près d'un vieux pin, à la limite de la vallée. Il l'attendait, debout, calme, une gourde à la main et 2 chevaux attachés à un arbre. « Tu viens vraiment ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Il n'y a plus rien pour moi là-bas. » Il ne posa pas d'autres questions. Ils montèrent à cheval et s'éloignèrent sans se retourner. La route fut dure dès les premiers jours. Le soleil frappait fort le jour, et la nuit, le froid des hauteurs les mordait jusqu'aux os. Théodora, habituée à la routine d'une maison, trébuchait souvent. Ses mains, douces autrefois, se couvrirent de cloques. Mais Naoto ne la plaignait pas. Il la guidait avec patience, lui montrait comment trouver de l'eau dans les creux de roches, comment reconnaître un ciel qui annonce la pluie, comment suivre les traces d'animaux sans se perdre. Il parlait peu, mais chaque mot comptait. Dans ces montagnes, on oublie les chênes. Théodora dormait à même le sol, mangeait peu, se lavait dans les rivières glacées. Elle avait mal au dos, aux jambes, au cœur. Et pourtant, elle respirait mieux. Un matin, elle se leva avant l'aube. Le ciel était encore noir. Elle alla jusqu'à un petit promontoire. Le vent caressait son visage. Elle ouvrit les bras sans réfléchir. Elle n'avait jamais senti le monde aussi grand. Ni sa place dans ce monde aussi clair. Ce n'était plus la femme brisée de la maison du shérif qui marchait aux côtés de Naoto. C'était une femme autre. Nue de passé. Nue de rôle. Libre. Le soir, elle s'assit près du feu. Naoto lui tendit un bol de soupe chaude. Le silence entre eux n'était plus vide. Il était plein de respect. Elle releva la tête et dit doucement. « Merci de ne pas m'avoir laissé seule dans cette ville. » Il répondit, les yeux dans les flammes. « Tu es sorti de la cage par toi-même. Moi, je n'ai fait que tenir la porte. » Ils arrivèrent dans une vallée cachée entre les pins et les falaises. L'air y était pur, l'eau claire, les voix basses et les regards francs. C'était là que vivait le peuple de Naoto. Le camp était composé de tentes solides, de feux bien entretenus, de rires d'enfants. À leur arrivée, les visages se tournèrent. Une femme blanche. Fatiguée, poussiéreuse, amaigrie. Théodora sentit tous les regards sur elle, mais pas une seule parole de rejet. Une femme s'avança. Sa posture était droite, ses yeux vifs. Elle portait une longue robe en peau souple, et ses mains étaient couvertes de cicatrices de travail. C'était Taniwa, l'épouse de Naoto. Théodora baissa les yeux. Mais Taniwa s'arrêta devant elle et dit simplement, dans un français hésitant. « Tu es la femme de la cage. » Théodora releva la tête. « Je l'étais. » Taniwa hocha lentement. « Tu as payé pour la vérité.
Et lui a payé pour toi. Elle tendit la main. Alors, tu peux rester. Ce fut tout. Pas d'explication. Pas d'excuse. Un simple accueil, solide comme les montagnes autour d'elle. Les jours suivants, Théodora travailla aux côtés des femmes. Elle apprit à gratter les peaux, à sécher la viande, à préparer des remèdes avec des racines. Elle parlait peu, mais elle écoutait tout. Et peu à peu, on ne la regardait plus comme une étrangère, mais comme une sœur silencieuse. Les enfants l'appelaient doucement Yona, le prénom qu'on lui avait donné ici. Cela voulait dire celle qui revient. Cela lui allait. Le soir, elle partageait les repas avec Nawato, Taniwa et leur fils. Il n'y avait ni jalousie, ni malaise. Ce n'était pas une histoire d'amour au sens habituel. C'était autre chose. Plus profond. Un respect entre trois êtres qui avaient survécu à la même violence. Taniwa disait souvent, « Le passé blesse. Mais ici, on le lave avec les mains. Pas avec la haine. » Et Théodora sentait enfin que ses mains servaient à quelque chose de vrai. Pour la première fois depuis longtemps, elle existait autrement que dans les yeux d'un homme. Elle existait pour elle-même. Un an avait passé. La vallée vivait en paix. Les récoltes étaient modestes, les nuits froides, mais les cœurs étaient pleins. Théodora n'était plus une invitée. Elle était devenue l'une des leurs. Même les anciens, d'abord méfiants, écoutaient ses conseils et lui confiaient les enfants pour apprendre à lire. Mais un matin, tout changea. Des éclaireurs revinrent à cheval, haletants, des soldats approchaient. Une colonne de cavaliers, uniforme bleu, armes brillantes au soleil. Le conseil du camp se réunit sous les pins. Nawato était calme, mais son regard était sombre. Ils viennent pour la vallée. Pas pour nous. Ils veulent l'eau, pas nos histoires. Un ancien murmura, cette fois, il n'y a nulle part où fuir. C'est alors que Théodora parla. Vous ne pouvez ni fuir, ni combattre. Mais peut-être, parler. Tous se tournèrent vers elle. Un capitaine écoute mieux une femme blanche qu'un guerrier. Laissez-moi essayer. Nawato hésita. Puis il hocha la tête, lentement. À l'aube, Théodora s'avança seule, sans armes, au-devant des soldats. Son cœur battait fort. Elle vit le capitaine, jeune, droit, sérieux. Il descendit de cheval. « Qui êtes-vous, madame ? » ?»« Je m'appelle Théodora. Je vis avec ce peuple. Je viens parler. » Il fronça les sourcils. Mais avant qu'il puisse répondre, un coup de feu claqua. Sec, brutal, inattendu. Le capitaine recula d'un pas, blessé à l'épaule. Les soldats crièrent. Les fusils se levèrent. Dans le camp, les arcs se tendirent. Tout pouvait exploser. « Non !» cria Théodora, les bras levés. « Ce n'est pas eux. Regardez. » Là-haut, sur une crête, une silhouette fuyait. Un homme blanc, en vêtements de mineur, fusil à la main. « Ce tir, ce n'est pas une erreur, » dit-elle, le souffle court. « C'est un piège. Ils veulent une guerre. Ils veulent que vous tiriez. » Le capitaine, pâle et lucide, hocha la tête. « Vous avez raison. Ce n'était pas dans les ordres. » Le sang coulait de son bras, mais son regard s'était éclairci. Il venait de comprendre qu'il avait été manipulé. La tension tomba d'un coup, comme un orage évité à la dernière seconde. Mais Théodora savait, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'un autre combat. Le capitaine resta 2 jours dans la vallée. Son bras bandé par Taniwa, il parlait peu, mais observait tout. Il vit les enfants jouer, les femmes travailler, les hommes partager le pain. Ce n'était pas un camp de guerre. C'était une maison. Dans son rapport officiel, il écrivit que la menace n'était pas indigène, mais commerciale. Que les habitants de la vallée avaient protégé sa vie. Il demanda et obtint que cette terre soit reconnue comme territoire protégé pour les familles apaches. Quand il partit, il s'arrêta devant Théodora. « Votre ferme est toujours en votre nom. Elle vous attend. » Elle regarda les montagnes, les feux allumés, les visages aimés. « Je suis chez moi ici, capitaine. Vendez-la. Et donnez l'argent aux familles ruinées par les anciens hommes de pouvoir. » Il la regarda longuement, puis hocha la tête. « Vous êtes une femme rare ? » ?»« Non. Juste une femme libre. » Les semaines passèrent. La vie reprit son rythme. Théodora ramassait du bois avec les enfants, enseignait les lettres aux plus jeunes, partageait les corvées avec les femmes. Son dos était droit. Son rire était revenu. Un soir, elle s'assit près du feu, à côté de Nawato. Il lui dit, sans la regarder. « Quand je t'ai vu dans la cage, je pensais devoir te sauver. Mais tu n'avais besoin que d'une porte ouverte. » Elle sourit. « Et toi, tu m'as montré le chemin. » Ils ne s'étaient jamais embrassés. Ce n'était pas ce genre d'histoire. Leur lien était plus profond. Celui de 2 survivants, 2 âmes debout après la tempête. Taniwa les rejoignit. Elle posa une couverture sur les épaules de Théodora. « Tu es forte. Pas parce que tu as fui. Parce que tu es restée. »
La vallée s'endormit dans la paix. Et pour la première fois, Théodora ne se sentit ni coupable, ni brisée, ni perdue. Elle n'était plus une veuve en deuil. Elle n'était plus une servante humiliée. Elle était elle-même. Une femme libre parmi un peuple libre. Et cela, aucun papier, aucun fusil, aucun regard ne pourrait jamais le lui enlever. Si cette histoire de courage, de justice et de liberté vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos pensées. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous à notre chaîne, et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires vraies et inspirantes. Merci de faire partie de cette aventure avec nous.